Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la section 8.2, les opérations sur les vecteurs, mais en 3 dimensions. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui changent avec une 3e dimension. La base des opérations demeure tout de même pareille. Alors, si on y va tout de suite avec deux vecteurs U et V, dont les composantes sont X, Y et Z pour chacun, pardon. Si j'additionne les deux vecteurs, on sait déjà que la composante en X des deux vecteurs vont s'additionner, la composante en Y des deux vecteurs vont s'additionner, mais là, on a une 3e composante, donc on fait la somme également des composantes en Z et ça nous donne les nouvelles composantes de la somme des deux vecteurs. Même chose pour la différence de deux vecteurs et même chose si je multiplie mon vecteur par un scalaire quelconque, les 3 composantes sont multipliées par ce scalaire-là. Rapidement, allons voir le premier exemple. J'ai deux vecteurs, un vecteur A et un vecteur B. Si je veux soustraire les deux, bien, tel que je viens de l'expliquer, on soustrait chacune des composantes correspondantes, X, Y et Z, et on obtient les nouvelles composantes. Ici, on a 3 choses. J'ai la somme de deux vecteurs, j'ai la multiplication de chacun des vecteurs par un scalaire, et en plus de ça, on a la grandeur de ce nouveau vecteur-là. Commençons par la somme des deux vecteurs. Donc, si je veux faire 2 fois le vecteur A, bien, on sait qu'on multiplie chaque composante par 2. Si je veux multiplier mon vecteur B par 6, je multiplie chacune des composantes par 6. Et pour faire la somme, j'additionne les composantes correspondantes. Maintenant, pour la grandeur de ce vecteur-là, on connaît déjà le processus avec deux composantes, théorème de Pythagore essentiellement, bien en 3 dimensions. Je fais le théorème de Pythagore, mais avec la 3e dimension. Donc, j'ajoute ici la somme de 10 au carré qui s'ajoute dans la racine carrée et j'obtiens la grandeur de mon nouveau vecteur. À l'exemple C, je veux un vecteur qui est collinéaire avec le vecteur A et dont la longueur est de 18. Il faut donc d'abord savoir quelle est la longueur du vecteur A. Donc, en faisant la grandeur du vecteur, je sais que le vecteur A mesure 9 unités. Alors, si je veux un vecteur qui en mesure 18, je dois doubler chacune des composantes du vecteur A et c'est ce qu'on a fait ici. Bien sûr, il n'y a rien qui indique le sens de ce nouveau vecteur-là. Alors, rien ne m'empêche ici de multiplier chaque composante, non pas par 2, mais par moins 2. Ça donne un vecteur dont la grandeur est 18, mais celui-ci serait dans le sens inverse. À la lettre D, les composantes d'un vecteur unitaire. Donc, je rappelle qu'un vecteur unitaire, c'est un vecteur dont la grandeur est 1. Donc, je veux un vecteur dont la grandeur est 1, mais qui est collinéaire avec le vecteur A. Donc, comme je sais que le vecteur A mesure déjà 9, mais je veux faire 1/9 fois mon vecteur A. Je vais donc prendre chacune des composantes du vecteur A et les multiplier par 1/9 ou, comme je viens de l'expliquer, par moins 1/9. À E maintenant, si je veux représenter la somme de ces deux vecteurs-là sous forme d'une combinaison linéaire de I, J et K, ça, ce que ça signifie, c'est que je veux pouvoir faire cette somme-là, mais en utilisant les petits vecteurs unitaires I, J et K. Donc, tout d'abord, commençons par trouver les composantes du nouveau vecteur. Donc, je vais faire moins une fois les composantes du vecteur A plus 3 fois les composantes du vecteur B. Donc, voici les nouvelles composantes. Et on sait que chacune des composantes peut s'écrire comme une quantité de fois le vecteur unitaire qui suit l'axe en question. Alors, si c'est moins 4 unités en X, mais c'est moins 4 unités fois le vecteur unitaire petit i, ensuite moins 22 fois le vecteur unitaire petit j et plus 13 fois le vecteur unitaire k. Encore une fois, je rappelle qu'ici, il n'y a plus de crochet. Il ne s'agit pas de composantes de vecteurs, mais bel et bien de la somme de plusieurs vecteurs entre eux. Au point numéro 2, on parle à nouveau de vecteurs collinéaires. Donc, on connaît déjà cette définition-là. Elle ne change pas parce que l'on est en 3 dimensions.
Donc, si j'ai un vecteur U et un vecteur V, ces deux vecteurs-là vont être colinéaires si je suis capable d'en exprimer un comme une certaine quantité de fois l'autre. Alors, lorsque deux vecteurs sont colinéaires, bien, on peut définitivement tirer comme conclusion qu'ils sont également parallèles. À l'exemple 2, si on vous demande de vérifier si les vecteurs sont colinéaires, mais il s'agit de voir si je suis capable d'en exprimer un comme une certaine quantité de fois l'autre. Alors ici, je peux exprimer A comme moins 3 fois le vecteur B, alors mes deux vecteurs sont bel et bien colinéaires. À l'exemple A, la valeur de moins 3 elle était plutôt évidente, étant donné la nature des nombres. Lorsqu'on tombe avec des nombres comme à l'exemple B, c'est un petit peu moins facile de le voir tout d'un coup. Donc, une des stratégies, c'est de se créer trois petites équations, une pour chacune des composantes x, y et z. Donc, si le vecteur C, il peut s'exprimer comme une certaine quantité de fois le vecteur D, bien, je vais être capable de dire que 15 est égal à cette valeur de K-là fois moins 18. Et ça, c'est la première équation. La deuxième, je sais que 25 va valoir ce même K-là fois moins 30. Voici la deuxième. Et on fait la même chose avec la composante en Z. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vérifie quelle valeur de K rend chacune des équations vraies. Dans la première, il faut que K soit égal à moins 5 sixièmes si je veux que ceci soit vrai. Dans le deuxième, c'est la même valeur de K et dans la troisième aussi. Alors, si le K en question est pareil pour les trois composantes, bien, nos deux vecteurs sont bel et bien colinéaires. À l'exemple 3, on a un exemple qui est très similaire à ce qu'on a vu dans le chapitre 7. On demande de vérifier si les trois points qui sont là sont alignés. Donc, si vous vous rappelez la stratégie qu'on avait utilisée, d'abord, les points D, E et F sont bel et bien des coordonnées de points et non pas des vecteurs. Alors, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était créé un vecteur DE et on avait créé un vecteur DF. Et l'idée derrière ça, pardon, c'était de vérifier si les deux vecteurs en question étaient parallèles ou colinéaires. Alors, on crée des E, on soustrait les composantes de E et celles de D, et je crée le vecteur DF. Voici leurs composantes. Maintenant, si je suis capable d'exprimer un des vecteurs comme une certaine quantité de fois l'autre, bien, nos vecteurs sont colinéaires. Ici, si je regarde les nombres, c'est assez évident de voir que si je prends les composantes de DE et que je les multiplie par moins 2, j'obtiens les composantes de DF. Alors, si DE est parallèle à DF, bien, je peux définitivement conclure que D, E et F, nos trois points, sont bel et bien alignés. À B, même principe. Cette fois-ci, on demande de vérifier ou de démontrer que le point C n'est pas aligné avec les autres. Alors, je peux refaire exactement la même chose. Je vais créer un autre vecteur, DC cette fois-ci, et je vais vérifier si DC est parallèle soit à DE, soit à DF. Ça ne change rien. Ici, dans l'exemple, on a choisi de le comparer à DE. Alors, je regarde les composantes de DE. Est-ce que je suis capable de les exprimer comme une certaine quantité de fois les composantes de DC? Bien, allons voir. Je fais mes trois petites équations, celle pour la composante en X, celle pour la composante en Y et celle pour la composante en Z, et je regarde quelle valeur de K fonctionne. Pour la composante en Z, K devrait valoir 3 pour que l'équation soit vraie. Donc, dans ce cas-ci, je ne peux pas conclure que C est aligné sur les autres points. Nouveau concept ici, on parle de vecteurs coplanaires. Donc, des vecteurs coplanaires, pour pouvoir conclure que des vecteurs soient coplanaires, tout d'abord, ça nous en prend 3. Parce qu'on va le voir un petit peu plus loin, avec 2 vecteurs seulement, je peux toujours créer un plan avec 2 vecteurs. Avec 3 vecteurs, par contre, ça, c'est moins évident. Donc, pensez, par exemple, au-dessus de la table à laquelle vous êtes assise. Je pourrais mettre, je ne sais pas moi, 3, 4 crayons sur la table, chacun des crayons représentant un vecteur. Tous ces vecteurs-là seraient coplanaires puisqu'ils feraient partie du même plan qui est le dessus de votre table. Maintenant, si vous prenez un autre crayon et vous le mettez debout sur votre table,
Bien, ce vecteur-là, il sort du plan. Il ne fait pas partie du plan. Alors, celui-là ne serait pas coplanaire avec les autres. Alors, ce qu'on dit ici, c'est que trois vecteurs, UV et W, vont être coplanaires si je suis capable d'en exprimer un comme une combinaison linéaire des deux autres. Donc, c'est ce qu'on vient de dire ici. Donc, ils sont coplanaires si ils appartiennent au même plan. Ils sont coplanaires si je peux faire une combinaison linéaire avec les deux autres. Ici, deux vecteurs non nuls et non collinéaires forment toujours un plan. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, prenez deux règles de 30 cm. Mettez-les origine à origine et formez un certain angle entre les deux règles, mais vous allez être capable d'appuyer une feuille de papier sur vos deux règles. Les deux règles seraient vos deux vecteurs, mais on est toujours capable de venir placer une feuille de papier sur deux vecteurs. Donc, ça, c'est ce qu'on veut dire par la remarque. À l'exemple 4, détermine si les vecteurs U et V et W sont coplanaires. Bien, s'ils le sont, je vais pouvoir en exprimer un comme une combinaison linéaire des deux autres. Alors, on part avec cette idée-là. Et là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais trouver les composantes X, Y et Z de ce vecteur-là, si on veut, mais prenant en considération les valeurs de A et B, qui sont deux scalaires, qui appartiennent au réel. Donc, ma composante en X pour mon vecteur W devrait être en mesure de s'exprimer comme moins une fois la valeur de A plus 4 fois la valeur de B. Voici la composante en X. Il y a une virgule ici. Composante en Y, 8 fois la composante, 8 fois le scalaire A plus moins 2 fois la valeur de B. Voici ma composante en Y et je fais la même chose pour la composante en Z. À partir de là, je me fais trois équations. Une pour la composante en X, moins 1 est égal à moins A plus 4B. Voici la première équation. Une deuxième avec 3 qui doit être égale à 8 à moins 2 fois la composante en B. La voici. Et je fais la même chose avec la composante en Z. Troisième équation, elle est là. Là, ici, on a une situation particulière parce que j'ai un système de trois équations à résoudre, mais je n'ai que deux inconnus. J'ai donc une équation de trop. Ce que je vais faire, c'est que je choisis de travailler avec deux équations pour trouver les valeurs de A et de B, soit par substitution ou par élimination, mais je dois absolument aller vérifier que les deux valeurs que je vais trouver fonctionnent aussi dans la troisième équation. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi de prendre l'équation 1, on a choisi de multiplier l'équation 2 par 2, et ensuite de ça, j'additionne mes deux lignes pour pouvoir éliminer le B. De là, je peux tirer que A vaut moins 1 tiers. Si j'ai travaillé avec 1 et 2 pour trouver le A, soit que je remplace A dans 1 ou dans 2 pour aller trouver la valeur de B. Ici, on a choisi de remplacer dans l'équation numéro 1. Et, dernière étape très importante, je prends les deux valeurs que j'ai trouvées, A et B. Qu'est-ce que ça me donne quand je mets ça dans l'équation numéro 3? Et mon calcul me donne 5 et il faut bel et bien que le résultat soit égal à 5. Donc, mes valeurs de A et B fonctionnent aussi dans la troisième équation. Donc, comme tout fonctionne à merveille, je peux tirer comme conclusion que W est égal à 1 tiers fois le vecteur U moins 1 sixième fois le vecteur V, alors mes trois vecteurs font partie du même plan. Ils sont coplanaires. Petite remarque. Puisque le système d'équations précédent a une solution, on a trouvé une valeur de A et de B qui fonctionnait, on dit qu'il est compatible. Le système d'équations est compatible. Si on n'est pas capable de trouver de solution, on dit qu'il est incompatible. Dernier point ici, le point 4, la dépendance et l'indépendance linéaire. Ici, deux petites choses à différencier. Dans le premier cas ici, on a déjà vu ce concept-là, de deux vecteurs. Je compare deux vecteurs entre eux et je dis qu'ils vont être linéairement dépendants si, puis là on s'en vient ici, il y a une petite erreur dans les notes là, le premier point, la description elle est ici avec les tirets. Donc, deux vecteurs vont être linéairement dépendants
Si ils sont colinéaires, s'ils sont parallèles, on s'entend que c'est pas mal des synonymes ces deux-là. Si je suis capable d'en exprimer un comme une certaine quantité de fois l'autre, et s'il existe une valeur de A et B telle que la somme de AU plus BV égale le vecteur nul. Donc, pensez-y, si j'ai deux vecteurs parallèles, je vais être capable d'exprimer une somme qui va faire en sorte que je reviens à mon point de départ lorsque j'additionne mes deux vecteurs ensemble. Maintenant, le deuxième point, si U et V ne satisfont pas à ces critères, ceux qu'on vient d'énumérer, on dit qu'ils sont linéairement indépendants. Ici, maintenant, ça va vous sembler pareil, mais c'est loin de l'être, parce que tout à l'heure, je comparais deux vecteurs entre eux, alors que maintenant, j'en compare trois. Donc là, je vais dire que trois vecteurs, UV et W, vont être linéairement dépendants si ils sont coplanaires. Et là, faites attention, coplanaires ne signifie pas qu'ils sont parallèles. Pensez à ce que je vous ai dit tantôt. Si vous mettez trois crayons sur votre table, les trois crayons sont linéairement dépendants. Ils font partie du même plan, mais vous pouvez les disposer comme vous voulez. Vous pouvez faire un V avec, vous pouvez faire un T avec. Ils ne sont pas obligés d'être parallèles. Ensuite, un vecteur peut s'écrire sous forme d'une combinaison linéaire des deux autres. C'est ce qui est expliqué ici. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs, c'est ce qu'on a démontré à l'instant. Un vecteur U peut s'écrire comme une certaine quantité de fois le vecteur V plus une certaine quantité de fois le vecteur W. Donc, si on est capable de faire ça, ça veut dire que les trois vecteurs font partie du même plan. Et finalement, il existe une valeur de ABC telle qu'on peut recréer le vecteur nul. Encore une fois, on est capable de jouer avec les vecteurs de manière à ce que l'addition nous ramène exactement au point de départ, alors qu'on aurait le vecteur nul comme somme. Si je n'ai pas les critères qui sont énumérés en haut, je dis que mes trois vecteurs sont linéairement indépendants. Ils ne font pas partie du même plan. On finit rapidement avec deux exemples. On dit de déterminer si les vecteurs ABC sont linéairement dépendants. Donc, algébriquement parlant, on part toujours avec cette idée-ci. S'ils le sont, bien, je vais être capable d'en exprimer un comme la somme d'une certaine quantité de fois les deux autres. Donc, je pars avec mon équation initiale, je trouve la nouvelle composante en X, la nouvelle composante en Y et la nouvelle composante en Z. Je retire de ça trois petites équations. Une pour la composante en X, une pour la composante en Y et une dernière pour la composante en Z. Ici, mon système d'équations, il est relativement simple à résoudre puisque, si tu regardes, c'est un peu pâle ici, mais la composante en Z, ici, c'est 3 et 3 doit être égal à 3K seulement puisque ici, ma composante, elle était égale à 0. Donc, j'ai 0L. Donc, si 3 est égal à 3K, c'est ce qui est écrit ici, je peux tout de suite tirer comme conclusion que K vaut 1. Maintenant, j'ai le choix d'aller remplacer ça soit dans 2 ou soit dans 1 parce que j'ai trouvé ça à partir de l'équation 3. Ici, on a décidé de le remplacer dans 2 parce que c'était plus simple. Alors, on calcule, on trouve que L vaut 3. Donc, j'ai travaillé avec l'équation 3, j'ai travaillé avec l'équation 2. Donc, primordial d'aller vérifier dans l'équation 1 maintenant que je n'ai pas encore touché. Mon équation 1 me dit que la somme de mes deux vecteurs ici doit donner 1. Si je remplace K et L par les valeurs que j'ai trouvées, ça me donne 26 au lieu de 1. Donc là, j'ai un problème. Ça veut dire que ici, mon équation ne peut pas exister et donc que mes trois vecteurs sont linéairement indépendants. Ils ne font pas partie tous les trois du même plan. Et ici, c'est exactement la même chose. On demande de déterminer si UV et W sont linéairement dépendants. Je recommence de la même façon. Équation 1, équation 2, équation 3. J'utilise 1 et 2 pour trouver B. Je remplace dans 1, je trouve A et je vérifie dans l'équation numéro 3. Ici, tout fonctionne bien. L'équation numéro 3 devait me donner moins 2 et c'est ça ici que j'ai obtenu. Alors là, je peux tirer comme conclusion que U peut s'écrire comme 3 demi-fois le vecteur V plus une demi-fois le vecteur W et mes trois vecteurs sont linéairement dépendants.
Alors, voici la section 8.2. Vous êtes maintenant outillé pour mettre ça en pratique, faire quelques devoirs.